Eh bien, bonjour, Carole et Thierry. Je suis hyper heureuse de vous recevoir dans ma rubrique L'Art des confinés sur le YouTube de Babou Musique. C'est la première fois que je reçois deux personnes en même temps. Comment allez-vous? Bonjour Aurélie, on Bonjour est ravis de te Aurélie. retrouver aussi. Merci pour l'invitation. Alors, comment allez-vous? Plutôt pas mal. Voilà, bien, 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 avec toutes les nuances d'un confinement, déconfinement et d'une période totalement inédite. Donc, c'est un bien qu'on peut développer avec toi si tu veux. Ouais. Ah ben, je veux bien. Bon, moi, j'ai la chance de vous connaître depuis une petite dizaine d'années maintenant, je pense. J'ai pas fait le calcul exact. Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance-là, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui vous êtes? Vas-y, Caro. Donc, qui on est? Alors, nous sommes un couple déjà, partenaires aussi, puisqu'on travaille ensemble depuis 17 ans avec notre société de production Macam Film qu'on a créée en 2003. On est un couple parce qu'avant de monter cette société, on était déjà ensemble. Et puis, nous sommes aussi des parents. Donc là, en ce moment, on se rend vraiment compte qu'on est des parents H24 depuis, pour nous, le 22 février. Donc voilà, on est des parents à moitié plein temps en ce moment. À moitié prof aussi. Voilà, moitié prof. Et puis comment dire, on essaie de... On est des gens qui essayons de suivre nos envies, même si parfois, évidemment, ça a certaines conséquences. Mais on se fait confiance et on essaie d'avancer ensemble, en fait, dans une vie qu'on essaie de rendre riche de rencontres, de créations, d'expériences. Et que l'on croit unique aussi, je crois. Et donc, du coup, même on en est même un peu sûr. Et donc, du coup, l'idée est vraiment d'essayer de mettre un maximum de belles choses dans cette vie en n'ayant pas peur de tenter, quel que soit le résultat. Voilà. Donc, plein de fois, ça marche. En général, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Mais en général, quand ça ne marche pas, on se rend vite compte qu'il fallait, voilà, que l'échec n'est pas un échec et que vraiment, on peut développer, hein, parce qu'on en vit plein en ce moment. Voilà, c'est des chemins de traverse, justement. Et puis, on est assez intuitif. Donc, avec les années, puis de très bien se connaître, tu sens quand parfois tu es un petit peu en avance. Ou un peu en retard et où des fois, paf, t'es pile au bon moment. Toi, prêt, ce que tu proposes, les gens en face sont prêts à le prendre et du coup, paf, les rouages se mettent en place et ça fonctionne. Et donc, on a réussi quand même pas mal de choses comme ça, d'autres qu'on a ratées pour ces raisons. Mais on essaye à chaque fois quand même d'en tirer quelque chose de positif, ce qui nous permet d'être assez confiant dans l'avenir et de continuer à avancer quoi qu'il arrive, parce que même les échecs ouais, nous permettent d'affiner des choses qui sont même des projets qui sont même complètement différents. Les prochaines réussites. Exactement. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Alors, on est ici aujourd'hui pour parler d'art dans sa généralité. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que l'art vous a touché de plusieurs manières. Et en premier, je pense me souvenir que c'était par le théâtre. Voilà, tout à fait. En fait, on s'est rencontrés dans une école de théâtre. On est tous les deux provinciaux. Moi, je venais du sud de la France, Thierry de Lorraine, de l'Est. Et vraiment, comme de jeunes, on va dire, rêveurs, nous sommes partis chacun de notre côté à la capitale pour faire du théâtre et avec des envies de vivre de cet art. Et on s'est rencontrés effectivement il y a 25 ans. On était simplement amis à l'époque. On s'est rencontrés il y a 25 ans à l'école de théâtre des Enfants Terribles. Ce qui est génial parce que quand on a 20 ans, qu'on arrive à Paris et qu'on vit ce genre d'expérience, quand on se retrouve finalement à travailler sur les émotions jeunes à 20 ans, c'est fabuleux. Déjà parce qu'on apprend à se connaître
parce que les amitiés sont indélébiles et qu'on a énormément d'amis qui sont encore aujourd'hui nos amis depuis 25 ans, parce qu'il y a eu plein de, on va dire, de rapprochements. Il y a eu des mariages, il y a eu plein d'enfants. Et voilà, c'était une belle période. Et c'est vrai que voilà, le théâtre, au départ, c'était ça, c'était le théâtre. Jouer la comédie. D'accord. Après, vous bifurquez rapidement sur Macam, votre société de production, ou entre-temps, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? on a eu deux expériences différentes en tout cas pour la mienne. C'est que j'ai fait pendant quelques années après cette école de théâtre tout ce qui est casting, donc beaucoup de, on va dire, de films institutionnels, quelques pièces de théâtre, mais assez vite en fait, moi je me suis rendu compte que je souffrais beaucoup en fait c'est des caractères et c'est la foi. Et perso, je n'avais pas la foi pour être comédienne. Et surtout, en fait, j'avais vraiment envie d'être plus metteur en scène. Je m'en suis rendu compte assez vite, ou réalisatrice. Et attendre, c'était quelque chose d'incompatible, en fait. Attendre et être dans le désir de l'autre et du regard de l'autre, c'était quelque chose d'incompatible. Et du coup, en fait, j'avais 25 ans et j'ai eu l'occasion on va dire, de rentrer chez M6 Interaction, la maison de disques. Vraiment, on va dire, en tant qu'assistante. Et progressivement, j'ai pu me former à la réalisation pendant quelques années chez M6. Et en fait, Thierry, lui, il a fait plus longtemps comédien. Moi, moi, c'est un autre parcours. Moi, je rêvais de ce métier sans pour autant me dire que j'allais pouvoir le faire un jour, avec plutôt comme pour beaucoup de comédiens, je pense, parfois des parents qui n'étaient pas tellement pour, on va dire, et qui m'ont un peu obligé à faire des études. Donc j'ai commencé des études qui étaient parties pour des études assez longues, que j'ai très vite arrêté en me disant ça va pas être possible. J'ai quand même eu un diplôme, en l'occurrence d'optique, pour faire plaisir justement à ses parents et puis pour qu'on me lâche un petit peu la grappe et que je puisse faire cette école de théâtre. Donc je suis arrivé assez tardivement, je suis plus âgé que Carole, je suis arrivé assez tardivement au théâtre. J'ai trouvé cette expérience fantastique parce que ça m'a permis vraiment de me libérer de certaines choses et puis effectivement de mieux me connaître. Après, quand Carole est rentrée chez M6 et qu'elle bossait, moi j'ai continué le théâtre avec des pièces à Paris, à Avignon, quelques courts-métrages, un petit agent et je me suis rendu compte aussi de la difficulté du manque de contact que j'avais dans ce milieu, voilà, de la difficulté vraiment de pouvoir en vivre. J'ai pu tenir un petit peu, ouais, j'ai pu tenir un petit peu parce que j'ai fait pas mal de publicité. J'étais dans des agences de pub, ce qui me permettait de pouvoir faire justement ces courts-métrages ou ce théâtre pas très bien payé. Et puis, dans lequel je m'épanouissais, hein, c'était vraiment super. Mais moi, ce qui m'a à un moment dérangé, c'était de ne pas avoir le contrôle. C'était un peu que ça rejoint un peu ce que disait Carole, c'est-à-dire d'être trop dépendant des autres. Ce qui, je crois, n'est ni sa nature ni la mienne. Ou en tout cas, dans ce domaine-là, c'était possible, mais du coup, il y avait un grand vide à côté. Et du coup, je me suis demandé comment je pouvais l'être moins. Et du coup, bon, je me suis assez rapidement rendu compte quand même que celui qui décidait était le producteur. Et je me suis dit, bah tiens, si à côté du comédien, je faisais le producteur également, ça me donnerait peut-être plus de chances de jouer et puis même de pouvoir choisir la lampe dans le décor qui est derrière moi. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la production. On en a parlé avec Carole et on a décidé un jour de monter Macam pour faire nos petites affaires, quoi. Et voilà, et c'est comme ça que Macam a commencé il y a 17 ans. Voilà, on a commencé vraiment avec un ordinateur, un scooter 50. Le scooter 50 de Carole, hein, voilà. Un beige de fille, tu vois. Une petite Vespa. Ouais, qui tombait en panne rue de Rivoli, je m'en souviens bien. Mais en tout cas, ce qui était cool avec, du coup, moi j'ai quitté M6 pour monter Macam avec Thierry.
Et ce qui était cool, et ça vraiment dès le début, c'est qu'on a eu envie de faire quelque chose, un peu ce que vous faites aussi, c'est-à-dire vraiment une société, on va dire, familiale, amicale. Ça n'a jamais été, on va dire, le développement poussé par, on va dire, par un profit quelconque qui nous a motivés. Et là, ça fait 17 ans, et ce qui nous plaît toujours autant, c'est que tous les artistes, on travaille essentiellement avec des artistes, nous ont toujours fait confiance parce que y a un truc de confiance et toujours le rapport humain, en fait. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois qu'on est parti de quelque part, à chaque fois qu'on a arrêté des collaborations, c'est parce qu'on sortait, on déviait de ce genre de choses et on était malheureux parce que on était obligé, on était poussé à faire des choix qui n'étaient pas des choix humains ou d'aller contre nature. Et c'est vrai que je pense d'ailleurs pendant ce confinement, il y a beaucoup de gens qui ont dû peut-être prendre ce genre de conscience. Quand on est contre nature, même si on a des métiers intéressants, on n'est pas forcément heureux. Et d'ailleurs, c'est même parfois plus difficile de se rendre compte quand on fait un métier sympa. Et nous, ça a toujours été le cas, parce que même quand c'est arrivé qu'on était contre nature, on était quand même en train de tourner un clip dans un endroit fabuleux. Enfin, c'était toujours un peu confus. Mais moi, ce que je suis vraiment contente de ça, c'est qu'en 17 ans, voilà, on a fait des choix qui ont fait que on peut, voilà, ça a toujours été dicté, motivé par ces rencontres, quoi, qui nous plaisent. Et l'humanité, l'humain qu'on y mettait dedans. Voilà. Ça, et je pense que c'est aussi pour ça, on a travaillé avec énormément d'artistes et souvent plusieurs fois avec les mêmes artistes. C'est qu'à un moment donné, ça ne trompe pas. Tu sais, chasse le naturel, il revient au galop. Si tu fais semblant, tu ne tiens pas sur la longueur. Nous qui sommes comédiens, on le sent. Les artistes avec qui ont travaillé sont très intuitifs aussi. Enfin, tu vois, tu développes une sensibilité un peu exacerbée où tu perçois les choses. Et du coup, ouais, je pense que c'est cette intégrité, cette honnêteté avec nous-mêmes et avec les personnes avec qui on travaillait qui a fait qu'on a fait tout ce qu'on a fait, quoi. Et surtout aussi On est des pipelettes. Hein. Ouais, non, c'est bien. Ça me va. Si tu m'éplaies, c'est mort. Hein, si tu as envie de. Oui, parce que nous, tu nous connais, hein, nous, ça commence. Si tu as envie de parler, n'hésite pas à mais nous. moi, je ne suis pas là pour parler, je suis là pour faire parler les autres. Non, mais c'est bien. Donc, Macam, les clips, beaucoup de clips, beaucoup d'artistes. En 2011, il se passe un gros truc pour vous. C'est Ma part du bonheur. Avec toi, Thierry, et Mila, votre fille, devant la caméra. Toi, Carole, derrière la caméra. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience incroyable que vous avez eue qui en plus a eu un succès et voilà, beaucoup de récompenses, peut-être que vous n'aviez pas imaginé au début de cette aventure-là? Ce qu'on a appris toutes ces années avec les artistes qu'on a pu suivre, parce qu'on a eu la chance de travailler vraiment avec des grands artistes, c'est on a vu ceux qui trichaient et on a vu ceux qui ne trichaient pas. Et on ne demandera pas de nom. Voilà. On ne donnera pas de nom de toute façon. Mais quand même, ceux qui ne trichent pas, souvent ils sont là depuis longtemps, ils sont hyper inspirants. Et c'est vrai que nous, du coup… Il y a 2-3 choses que tu retrouves chez tous ces artistes. Donc, c'est ce qui nous a permis de comprendre certaines choses. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce qu'ils font que… Tu as ceux qui veulent faire la bonne chanson, qui vont tout faire pour faire la chanson commerciale. Et peut-être ça peut marcher quelquefois, mais pas sur la longueur. Et tu as ceux qui mettent leur tripes. Et peut-être qu'au début, ça ne marche pas, mais à un moment donné, enfin nous, on y croit, hein, on est peut-être utopistes, mais quand tu fais les choses avec le cœur, à un moment donné, tu rencontres quelqu'un pour qui ce cœur peut avoir un écho, et que ce soit dans une chanson ou dans un film. Et donc, Ma part de bonheur, c'est vrai que nous, on a toujours été très, très heureux de rentrer dans l'univers des artistes et de se mettre en quelque sorte à leur service et apporter vraiment, encore une fois, vraiment tout ce qu'on pouvait, notre vision, enfin voilà, notre cœur justement, et rentrer dans l'univers de quelqu'un, ça c'est vraiment un grand bonheur. Mais on avait aussi envie de faire un peu plus de fiction.
Et du coup, c'est vrai qu'un week-end, on avait une petite fille à l'époque, Mila avait 3 ans, donc toute petite. Et c'est un peu du hasard, puisque moi, j'ai dit à Thierry, j'ai dit, écoute, ça serait vraiment sympa de faire quelques images, un peu de fiction. Donc, je me suis dit, voilà, je vais écrire une histoire où tu seras le père, Mila sera la fille. Donc, j'avais mes 2 personnages principaux. Je ne voulais pas engager tout de suite une grosse équipe, surtout avec une petite de 3 ans. Je voulais vraiment la protéger. Donc, on s'est dit, on va tourner des belles images et on verra ce qui se passe. Et en fait, ce qui s'est passé ce week-end-là, c'était magique. On est partis 3 jours tous les 3. La technique fait qu'à l'époque, c'était un peu aussi le début des appareils photo 5D qui permettaient, avec un matériel assez léger, de pouvoir faire des belles images parce qu'on pouvait choisir les optiques. Si bien qu'on est parti avec 2 caméras. Je gérais les 2 caméras, une fixe et les gros plans. Et j'avais mes 2 acteurs, Mila et Thierry, en fait, qui jouaient le rôle de ce père qui ne veut pas ramener sa petite fille un dimanche soir et qui part avec elle. Et c'est vrai que ça s'est fait avec beaucoup de sincérité. Bon, moi, c'est vrai que je suis aussi une enfant divorcée, donc peut-être qu'il y a eu des choses qui sont ressorties, peut-être même inconsciemment. Et en fait, on avait fait des images très sympas. On a commencé à faire le montage. Et puis, ce qui est fou, c'est qu'on a fait le montage de ce court-métrage. Il s'est passé un truc magique parce que c'était eux. En plus, Thierry, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un excellent comédien. Et du coup, on y croit. Et en fait, c'est vrai que ça a été une expérience incroyable parce que c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout calculé. Et on s'est retrouvés dans une trentaine de festivals dans différents pays. On a eu la chance d'avoir des prix. Notre fille de 3 ans a eu un prix d'interprétation à New York. Enfin, meilleure actrice à 3 ans. C'était juste fou. C'est vrai qu'elle était incroyable. C'est vrai qu'elle était incroyable, tout à fait. Et c'est fou parce que cette expérience nous a montré déjà qu'il fallait qu'on fasse aussi en parallèle nos histoires, nos propres créations. Et voilà quoi, hein, se nourrir à la fois des créations qu'on pouvait faire en collaboration avec les artistes et aussi de faire aussi un peu de fiction. Et c'est vrai que voilà, c'était. Et puis on a beaucoup travaillé, donc on a été emporté par le taf de Macam, par ces artistes, par ces univers. On était à fond, on était. Et c'est vrai qu'un jour, Carole a dit, il y a un moment donné, si on a quand même monté cette boîte parce qu'on était amoureux de la fiction. Elle a dit, ouais, si à un moment donné, on n'y va pas. Et c'était pas évident, effectivement, avec Mila qui était petite, tu vois. On avait peur aussi qu'une grosse équipe, comme on peut déplacer sur un clip où tu as 40 personnes, la bloque complètement. Et là, le fait d'être qu'avec ses parents, c'était, tu vois, c'était, on est chez papa et maman, et puis on se raconte des histoires, quoi. Donc, c'était un petit peu roots, hein. On avait ventousé, parce qu'on avait le matos, tu vois. On avait ventousé la caméra sur le capot, on avait tiré le fil par derrière qui passait par la vitre arrière. Carole était cachée avec le retour moniteur derrière mon siège. Je roulais, et puis hop, dans l'axe, on avait Mila qui était à côté. C'était des super souvenirs. Mais ça a fonctionné. Ça a super fonctionné. Et du coup, effectivement, on a été tellement surpris par l'impact que ça a eu. Nous, ça nous parlait. On trouvait ça, on l'a trouvé incroyable, mis là-dedans. On trouvait le cours vraiment sympa. Mais c'est au moment où il est passé en festival où effectivement on a été soit nominé, soit où il a eu vraiment des récompenses et qu'on a rencontré les gens qui l'avaient vu, quoi. Qu'on a vu l'impact que ça a pu avoir, les larmes de certains, une libération pour d'autres. C'était assez fort, vraiment, c'était. Et puis, quand tu arrives à toucher ça, c'est juste. Tout ton métier d'artiste prend un sens. Et tu te dis, même là, j'ai encore l'émotion, tu vas arrêter d'en reparler, tu te dis, même s'il n'y en a qu'un qui est touché, t'as gagné, c'est gagné déjà, quoi. Et voilà. Du coup, est-ce que ça a fait par exemple, on parle de Mila, est-ce que ça a fait naître en Mila une passion ou pas du tout? Est-ce que vous voyez, parce que maintenant elle est plus grande?
disons qu'on ne la pousse pas du tout. Elle a fait Limite, on la freine un peu. Ouais, on la freine. Elle a fait des clips, mais voilà. on connaît aussi, on connaît aussi le danger aussi. Enfin, le danger, tout est relatif, mais on sait aussi à quel point ça peut être. Elle est hypersensible. On sait aussi à quel point. Donc, on n'a rien forcé. Il y a eu. C'est elle parce a fait quelques clips, ouais, mais parce on ne l'a jamais inscrite dans une agence. Non, elle n'a jamais fait et puis, de c'est parce qu'elle nous a vu en train de faire tourner des petites filles qui avaient son âge. Qu'elle disait, oh, pourquoi pas moi? Moi, j'aimerais bien essayer aussi. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas poussée parce qu'on de toute façon, on se dit que elle y reviendra si ça vient d'elle. Ouais. Et on sera là pour l'épauler, pour l'aider, pour la conseiller. Mais on ne voulait pas trop pousser le truc. Non, c'est petit encore. Donc, des projets d'un second court-métrage ou pas? En fait, ce qui s'est passé avec ce court-métrage, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à côté donc, du travail avec les artistes, ce qui nous a le plus plu, comme disait Thierry, c'était au-delà même de l'image, c'est de voir que c'était un sujet qui avait eu un impact. On a été contacté par SOS Papa, et il y a eu quelque chose d'engagé. Et on s'est dit, désormais, en fait, on va essayer, à côté de notre société de prod, à côté des pubs ou des clips qu'on peut faire, ou des documentaires, on va essayer, en fait, avec nos petits outils, de faire des créations peut-être engagées. Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que les choses se sont un peu aussi enchaînées, puisqu'on a fait une première exposition qui s'appelait Corporel, où en fait, là, j'ai photographié des personnalités et pour une association en fait, pour la scolarisation des petites filles. Après, donc, il y a eu une expo photo à travers elle sur les violences conjugales. Donc, on a vraiment eu envie… Qui tourne encore en ce moment. Qui tourne encore en ce moment. À Martigues, elle va être jusqu'au mois de juin. Là, ça a été interrompu par le Covid. par le Covid. Mais effectivement, là, ça reprend fin mai jusqu'à fin juin. Là, c'est que des actrices. À la Cinémathèque de Martigues. Qui jouent justement… En Allemagne aussi. Ouais, voilà. En fait, là, après le 25 novembre, les photos en fait, seront exposées sur le parvis de l'église de Courbevoie et parallèlement, en même temps, donc en Allemagne, lors d'une conférence sur les violences, une conférence européenne sur les violences faites aux femmes. Et en fait, en résumé, cette exposition à travers elle, c'est 17 comédiennes qui interprètent le parcours de femmes victimes de violences. C'est vrai qu'il y a des choses, c'est toujours très délicat de photographier la violence. Et le choix a été de faire une approche esthétique, puisque ce sont des comédiennes qui interprètent avec beaucoup de sincérité. Et c'est vraiment la chronologie, même si chaque histoire est différente, où ça part vraiment de la première violence, du choc, du désarroi, de l'isolement, de la honte, le tabou, la parole, enfin des choses qu'on peut retrouver en fait dans plusieurs parcours. Et cette approche esthétique, ça fait quelques années déjà que cette expo tourne, permet en fait d'être exactement ce qu'on aime faire, c'est-à-dire de proposer quelque chose d'esthétique et d'artistique, et en même temps d'être un outil pour des associations. Il y a des enfants, là c'est pour ça que même Courbevoie l'expose en plein air, parce que ça peut être une balade familiale, ça peut être le moyen de parler. C'est quelque chose de soft en fait, c'est un parti pris soft, mais qui permet quand même donc de parler de violence conjugale. Et c'est vrai que malheureusement, et encore plus là avec le confinement, tout ça, voilà, c'est des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur, et on est tellement désarmés, et on est tellement impuissants. Et puis les associations tellement incroyables. On a rencontré vraiment des gens qui ont un portable, le 3919, on s'imagine que c'est un standard, mais pas du tout. C'est des gens qui ont une famille, qui sont en train de dîner et qui vont répondre. Enfin, c'est des gens qui sont formés, mais c'est fou, quoi. C'est fou, ces gens qui font cet altruisme, ces gens qui aident. Et franchement, c'est vrai que malheureusement, ils n'ont toujours pas assez de moyens. Mais quand tu entends aux infos les chiffres, voilà, et qu'on te ramène le nombre de morts par jour, mais le nombre, tu ne peux atterrer en te disant mais c'est pas vrai, quoi. Sérieux, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, ça fait des années que ça dure. Le féminicide est une pandémie.
dont on ne parle pas ou peu, c'est vrai, à travers le monde, malheureusement. Et c'est pour ça que c'est vrai que, tu vois, tu as pris d'ailleurs le même parti, mais c'est vrai que de pouvoir le chanter, de pouvoir le photographier de manière, on va dire, peut-être plus light que la réalité, évidemment. Ça, on n'est pas dans le publi-reportage, on n'est pas en train de là de. Enfin, c'est pas du tout le publi-reportage, dans le reportage réel, parce que c'est des choses qui ne peuvent pas se photographier, vu que de toute manière, c'est caché. Moi, je sais que je ne me sentais pas, parce que je n'ai pas le bagage, on va dire, d'un psychothérapeute pour accompagner, donc je ne me sentais pas forcément de photographier des femmes qui étaient réellement victimes, parce que je trouvais ça indécent, ne sachant pas. Oui, en tant que femme, j'aurais pu mettre de la bienveillance, du réconfort, mais voilà, c'est aussi un métier de pouvoir accompagner ces femmes-là. Et c'est pour ça voilà, qu'il y a eu ce choix aussi de, on va dire, plus artistique, comme vous avez fait pour la chanson. Enfin voilà. En fait, avec nos petits outils artistiques, je pense que c'est hyper important aussi d'aborder des sujets un peu forts. Oui, c'est du divertissement, mais c'est aussi un moyen de parler et un moyen de dénoncer. Et c'est vrai que voilà, nous, si on avait même encore un peu plus de moyens, je crois que c'est ce qu'on aimerait faire quasiment tout le temps, en fait, de mettre notre petite contribution à des causes qui nous sont chères, quoi. On parlait du confinement, évidemment, qui a eu des impacts terribles. Donc, on vient de vivre, c'est vrai, tous, et c'est ça qui nous met tous à peu près sur le même niveau d'égalité pour une fois, finalement, c'est qu'on a tous été confinés. Un truc complètement inédit que même nos arrière-grands-parents n'ont pas vécu pendant les guerres qu'il y a eu. Donc ça, c'est un truc qu'on pourra raconter évidemment par la suite. Et en fait, j'allais vous demander ce que ça vous a fait d'être confiné, mais finalement, j'ai envie de dire que vous, la nécessité de devoir se recentrer sur vous-même, vous l'avez ressenti quelques mois avant le confinement, parce que vous avez changé de vie, vous recentrez sur vous, faire attention aux petites choses importantes finalement. Parlez-moi de votre changement de vie, justement, en tant que Parisien, enfin qu'ex-Parisien, et de vos déclics dans votre vie professionnelle, mais aussi peut-être personnelle. Alors, comme notre société, on va dire, avec plusieurs années, on s'est rendu compte en faisant les calculs que on passait beaucoup de temps à préparer les tournages, beaucoup de temps à monter les films, beaucoup de temps à faire la post-production, et finalement le tournage en lui-même ne représentait que quelques jours par an, enfin quelques jours, un mois et demi par an, 2 mois. Et on s'est dit finalement, on est avec les, ben voilà, hein, on s'en est encore plus rendu compte là avec toutes les technologies. On s'est rendu compte que c'était plus du tout une obligation d'être en région parisienne pour continuer à travailler. Et il y a quelques années, il y a 5-6 ans, on a tourné un clip en fait à Lisbonne pour Natacha Saint-Pierre et Tony Carrera. Et quand on avait tourné ce clip, enfin, on avait vraiment, vraiment adoré cette ville, adoré la lumière de cette ville, les gens. Pour les gens qui connaissent Lisbonne, quand on arrive, il y a un côté très européen. On se sent comme dans une ville. Enfin voilà, on se sent vite chez soi. C'est beau. Et c'est vrai que cette lumière est tellement dingue. Il y a 300 jours de soleil par an. Cette lumière est tellement dingue, voilà, que, enfin voilà, ça met vraiment en relief. Tout est beau. Et ça représentait vraiment des choses qu'on aimait beaucoup, puisqu'il y avait des valeurs qu'on aimait beaucoup. Moi, je suis corse et je trouvais qu'il y avait vachement de valeurs qui me rappelaient la Corse, dans certaines coutumes. Et puis, il y avait la mer, il y avait la nature. Et c'est vrai qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas tenter autre chose. Et puis, on arrivait à un moment où on était pris dans un engrenage. On ne voyait pas assez nos enfants. En plus, on habitait dans une usine où il y avait une partie maison, une partie production. Donc, on croit qu'on les voit, mais on ne les voit pas. Et du coup, on s'est dit, ça passe tellement vite que si là, on ne fait pas quelque chose, si on change, on avait l'impression d'être un peu dans une impasse. Ouais, puis on est dans un rythme. Tu t'en rends plus compte, mais il te faut ça, puis ça, puis ça. Et puis, il n'y a que si tu as ça que tu es vraiment heureux, il te manque ci. Et à un moment donné, tu essaies de te recentrer et te dire, mais qu'est-ce qui, au fond, me rend heureux? Est-ce que d'avoir tout ça, parce que
tu vois, on avait la voiture, le scooter, la maison, le match. Et il y a un moment donné, tu réalises quand même que tu es dans une course. Tu vois, hop, à fond sur le périph' pour faire ci, ça, 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 ça. Et moi, en tout cas, personnellement, pour moi, après 25 ans de Paris, il y avait de moins en moins de sens dans cette course. Et voilà, quoi. Et puis, le soleil me manquait, je crois. Il y a ça. Et puis, c'est vrai qu'il y a… En fait, je pense que le plus grand luxe, et c'est vrai que ça peut parler peut-être à pas mal de Parisiens ou des gens qui sont un peu à bloc dans le boulot, c'est finalement le plus grand luxe, on s'est rendu compte que c'était le temps. Et en fait, on n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps, on avait la chance de tourner parfois dans des endroits superbes et on se disait toujours, il faudra qu'on y retourne, hein, on va y retourner tous les quatre, on va y retourner tous les quatre, on n'y retournait jamais. Donc en fait, c'était toujours dans beaucoup de boulot. Et surtout, comme disait Thierry, la course. Et en fait, on était vraiment dans une impasse, c'est-à-dire que voilà, on avait des crédits, on a essayé de construire, on voulait le meilleur pour nos enfants, on est rentré dans un schéma hyper classique, mais c'est la société aussi qui t'emmène dans ce schéma-là. Et puis finalement, en fait, il nous manquait quelque chose. Et quand on s'est vraiment posé, on s'est dit, mais en fait, ce qui nous manque, c'est juste le temps. Et on a fait ce choix. Alors, on a quelque part fait un choix qui fait que on a baissé en niveau de vie, en quelque sorte, mais on a vraiment une qualité de vie, mais qui est tellement supérieure. Puisqu'aujourd'hui, finalement, nos choix, c'était bon. Déjà, on est parti il y a 2 ans à Lisbonne, mais depuis Il fallait que ce soit mois, radical aussi. voilà, On avait besoin vraiment de. Et puis on s'était dit aussi, Lisbonne, la lumière est tellement dingue qu'on avait envie de développer des tournages on va là-bas pouvoir aussi. tourner Voilà. sans grève, avec du soleil, plusieurs lieux de tournage dans la même journée. Voilà, beaucoup d'avantages aussi pour les tournages. Et du coup, ce qui est fou dans notre histoire, très personnellement, à notre échelle évidemment, c'est que donc, on est arrivé à Lisbonne l'été 2018. Et on a passé encore un pas, effectivement, il y a quelques mois, puisqu'on a déménagé début mars, à 1 semaine du confinement. C'est ça qui est incroyable. De l'autre côté du pont de Lisbonne, à côté de la mer, dans une maison avec un jardin, donc en quelque chose d'encore plus simple. Une maison de vacances qu'il faut retaper. On est encore dans les travaux parce que voilà, il n'y avait pas d'isolation. Tu devrais voir nos courgettes et nos tomates. Donc, il y a pas mal de chantiers parce que voilà, on est en train de retaper cette maison. Mais voilà, simplicité, jardin, potager. Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on est arrivé dans cette nouvelle vie, deuxième nouvelle vie. Bon, on est allé un peu plus loin encore dans notre démarche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne nous manque pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que si on arrive, on va dire, à subvenir aux besoins de nos enfants, à continuer à faire des projets. Mais en plus, c'est différent parce que l'avantage de vieillir, c'est qu'on ne cherche plus une reconnaissance, on cherche juste l'échange en fait avec les gens avec qui on travaille. Donc, si on continue on n'est plus du tout dans la performance. Nous, quand on est arrivé là depuis 2 ans, c'est d'ailleurs quelque chose qui nous pesait beaucoup à Paris, on nous mettait ce qu'on dit dans le jargon en compète. Mais sauf que nous, on ne veut plus être en compète. Si on est en compète, on ne veut même pas le faire en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très guerrier dans ce monde parisien. Et là, on a tout adouci en fait. Et je pense qu'on est encore plus créatif. Dans l'ancien jargon, on dirait performant. Mais au final, on est plus créatif parce qu'on est bien, parce qu'il n'y a besoin de rien. Parce qu'aujourd'hui, le pied, c'est de sortir, aller chercher une tomate pour faire une salade ou partager des légumes. On fait du troc avec les voisins portugais. Et ça, c'est vraiment des plaisirs simples. Alors, il y a plein de gens qui habitent à la campagne ou en province, ou je vois même mon père qui vit dans un village en Corse. C'est le quotidien. Et ils n'ont pas attendu de faire un changement de vie pour faire ça. C'est pour ça que je dis, voilà, c'est vraiment à notre échelle. Mais pour nous, alors, c'est tout un parcours où en plus, c'est un milieu qui, parfois, il y a un peu des paillettes, il y a un peu ce côté, on croit toujours que c'est important parce qu'on nous met des délais, ouais, il faut faire ça, ça sort, c'est machin. Et en fait, voilà, simplicité. Donc toi, tu as la chance d'avoir vécu déjà directement
au point d'arriver où on en est aujourd'hui. Mais bon. Tu vois, enfin, voilà, chacun fait son parcours, chacun a ses chemins de travers, chacun a son rythme. Le principal, c'est d'être Mais toujours, d'accord. 1000 projets. Mais toujours 1000 projets. Parce qu'en fait, vous avez quitté Paris pour vous détendre, pour vivre une autre vie. Donc, il y a une nouvelle vie que vous vivez, effectivement, qui est très différente de celle de Paris. Mais vous êtes toujours super méga actif. Donc, maintenant, Ah, parlez-moi de on change cette pas complètement, box. hein. Parlez-moi de cette box que vous avez mis en place quand vous êtes arrivé à Bah, Lisbonne. Ah, on lutte contre nous-mêmes, mais bon, c'est pas tout. voilà. Là, on fait les malins, mais c'est pas Voilà, gagné, c'est hein. ça. Alors, il y a ce qu'on rêve d'accomplir et il y a la réalité. Et en fait, c'est vrai que quand on est arrivé à Lisbonne, donc en août 2018, premier apéritif pour rencontrer un peu des gens, c'était donc le 12 septembre. Et là, on nous annonce qu'il y a un concours de start-up pour des Français qui montent une société au Portugal. Et nous, mais presque comme ça, on dit ah ouais, c'est quoi exactement ce concours? Et là, on nous dit voilà, si vous avez une idée de start-up, on peut vous aider. C'était le concours Challenge Business Entreprendre. Et on s'est dit ah, bah tiens, pourquoi pas. Et on avait une idée avec Thierry depuis longtemps, parce qu'on a un appartement qu'on loue à Lisbonne à des voyageurs. C'est l'appartement qui nous a permis de faire nos allers-retours et nous installer dans le pays. Et du coup, Et on logeait aussi nos artistes quand on venait de tourner les clips. voilà. On avait un appart à leur filer pour qu'ils soient bien. Bon, voilà. Et du coup, on était ce qu'on appelle dans le jargon là, un host, des hosts. Et en fait, c'est vrai qu'on avait envie de bien faire les choses. Donc, c'est vrai qu'on faisait des petits paniers de bienvenue, on leur donnait des bonnes adresses, ils avaient un roadbook. Enfin, voilà, on avait vraiment envie de les accompagner. Et en fait, on s'est dit, en fait, ce qui serait pas mal, puisqu'on était aussi, nous, grands consommateurs d'appartements en location courte durée, on s'est dit, bon, ce qui serait chouette, C'est vraiment rencontrer le pays dans lequel tu vas. c'est-à-dire que quand les gens... L'authenticité, c'est ce qui nous plaît à chaque fois, le côté authentique. C'est-à-dire vraiment le truc de quand on arrive dans un appartement, avoir une box, donc box for guests pour les voyageurs, où il y avait à la fois tout ce qui était obligatoire dans un appartement, c'est-à-dire le thé, le café, le shampoing, le savon, enfin ce genre de choses, plus des bons conseils, mais 100% portugais, 100% local, et on faisait découvrir aux gens finalement toutes les marques traditionnelles, les marques historiques. Et du coup, on a monté ce projet en 3 jours, mais comme on a l'habitude de faire des briefs de clips avec des notes d'intention, des photos, des images et des devis, en 3 jours, on a monté un dossier et c'est vrai que c'est fou parce que on a gagné. Parce qu'on a gagné et qu'un mois après notre arrivée, on était à l'ambassade de France en train de présenter le projet. C'est dingue. Et là, depuis 1 an et demi, parallèlement à la prod, on met en place ce projet. Mais comme beaucoup d'indépendants et comme beaucoup de gens qui sont dans le tourisme, là, pour le coup, on est frappé de plein fouet, puisque pour l'instant, toutes les commandes qui étaient prévues là pour cette nouvelle saison, et c'est beaucoup, beaucoup de rencontres. Alors, c'est bien, hein, on a appris à parler portugais, mais beaucoup, beaucoup d'investissements. Pour l'instant, tout est en suspens, quoi. Mais bon, Voilà. personne ne peut anticiper une pandémie. Et puis, si on avait commencé à penser comme ça, tu fais rien. Tu fais plus rien. Donc, tu y vas et puis tu vois où la vie t'emmène. Donc, en tout cas, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, mais jusqu'à présent, c'était que des succès et je parle de cette box, que des rencontres incroyables, parce que finalement, on a rencontré tous les artisans de Lisbonne, typiques et un peu sympas. On s'est fait des amitiés. On a rencontré vraiment des gens incroyables. On a pratiqué notre portugais. On a rencontré vraiment des entreprises historiques, comme je disais, mais par exemple, c'est le dentifrice qui est là depuis 1880, des crèmes depuis 1935. Donc, on a eu la chance de rencontrer même parfois la famille, les gens de ces familles. Donc, ça, c'était vraiment fabuleux. Beaucoup de rencontres, beaucoup de gens qui croient en nous et en ce projet. Maintenant, pour l'instant, c'est un grand point d'interrogation, mais comme tu dis, hein, après, quand tu cogites tout le temps et on est en train de se poser la question comment rebondir dans les prochains mois, comment faire en sorte que, toujours pour mettre en valeur ces artisans qui souffrent encore plus que nous, à chacun à leur échelle,
comment les mettre en valeur, comment faire en sorte que leurs produits, dès que ça va reprendre, en fait, soient les premiers consommés, quoi. Que chaque petite entreprise puisse continuer, parce que c'est vrai que c'était imprévisible. Je crois que nous, ce qui nous réussit, c'est d'être en mouvement perpétuel. On est tout le temps en train d'aller chercher un truc, de foncer, de machin. Et du coup, enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas Carole, mais je ne crois pas à des parenthèses. Je ne crois pas trop à tu fais un truc, tu termines, tu en fais un autre, tu termines. Tout est. Les deux parenthèses, elles sont autour du mot vie. C'est une vie. Et donc, on avance, on fait les choses, on fait des clips, on fait des films. Tout à coup, on va faire des box. Et là, hop, pandémie, les box s'arrêtent, mais en même temps, on a rencontré quelqu'un qui nous a demandé une pub. Donc là, tout à coup, quelqu'un qui voulait une box, finalement, on ne lui vend pas une box, mais on est en train de lui faire une pub pour Internet. Et du coup, bah, hop, la caméra que tu ne pensais pas sortir pour ça, bah, finalement, tu la ressors. Et ainsi de suite. Tu vois, où on avait des expériences comme par exemple une balade qui est superbe, une balade sur le Tage avec un vieux bateau, une frégate de 1946. De 1946, tout en bois, le truc incroyable. Et du coup, tu vis tu vois Lisbonne de l'eau, c'est juste fantastique. Tu vis tu vis un moment un peu unique. Les personnes de la frégate te disent ah bah, vous pouvez me faire quelques images. Tu vois, et puis hop, tout à coup, les gens voient les images, mais on parle de nous faisant des box. Ah bah, il y a tout à coup, quelqu'un nous appelle. J'ai une copine qui retourne en France, je voudrais lui offrir. Ah, tu vois, voilà. Et là, par exemple, ce qui est bizarre dans cette période, c'est que effectivement, là, les box, on ne sait pas ce qui va se passer en fonction de l'ouverture des frontières, des appartements, des hôtels. Mais ce qui est fou, c'est que comme il y a plusieurs personnes ici qui savent qu'on a une boîte de prod, là, en ce moment, on nous demande beaucoup de films pour des appartements que les gens ne peuvent pas visiter. Donc, ah oui, d'accord, oui. Voilà, c'est-à-dire que… Tu sais pas par où ça vient. Voilà, donc en fait, on est finalement, on essaie de rester un peu… Et quand on bouge pas dans le taf, on s'est mis au surf. Tiens donc, mais vous n'êtes pas mis que au surf parce que j'allais dire dans le genre on s'arrête pas, on continue. Carole, tu as lancé un compte Instagram. Alors tu le diras mieux que moi, mais je vais essayer. Senora Caparica, c'est ça? Voilà, en fait, avec l'accent en moins. Alors sur les petits plaisirs. Ouais, c'est Señora Caparica. Voilà. Et en fait, Caparica, c'est l'endroit où on vit aujourd'hui. Et c'est mes petites voisines parce qu'à Lisbonne, on était vraiment dans le vieux Lisbonne et on a deux voisines incroyables qui ont 94 ans. Et alors, jumelles. Des jumelles. Alors au début, elles m'appelaient Señora Caracol. Caracol super, ça veut dire escargot. Donc je voulais ralentir, mais quand même, ce surnom bof. C'est rapport à Carole. Mais parce qu'en fait, elle disait pour leur apprendre Carole, parce qu'ici c'est Carolina, c'était Carole comme Caracol. Bref. Et du coup, là, c'est elle qui m'appelle comme ça maintenant, Señora Caparica. Et du coup, c'est vrai que j'avais déjà un peu cette idée en tête. Avec le confinement, j'ai eu envie de commencer. Alors, c'est vraiment le tout début. Mais je me rends compte que dans ces périodes vraiment tourmentées de stress, d'angoisse, moi, ce qui vraiment m'a fait du bien ces dernières semaines, c'est le jardin. Alors, encore une fois, c'est hyper basique ce que je suis en train de raconter. Les gens qui sont proches de la nature savent que voilà, quand on est près de la nature, on n'est quand même pas les mêmes. C'est vrai que quand on arrive à passer du temps à écouter des oiseaux, à être vraiment connecté en fait avec ce qui nous entoure, déjà on se sent quand même apaisé et beaucoup mieux. Et c'est vrai que là, voilà, je me suis un peu lancée, mais comme une novice dans le jardinage. Donc j'ai un petit potager. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'avec les voisins qui sont assez sympathiques et qui nous donnent plein de conseils, je retrouve un peu ces idées d'astuces de grand-mère, des choses traditionnelles. Évidemment, voilà tout ce qu'on peut faire avec des végétaux. Et en fait, c'est vraiment, comme on a le matériel, c'est vrai que voilà, là, j'ai envie c'est un peu quelque chose à faire en parallèle, de faire des petites vidéos, des petites capsules pour expliquer comment faire son limoncello maison, pour faire, on va dire, un nettoyant bio aux écorces d'agrumes,
comment faire de la teinture avec des betteraves. Des choses finalement où on n'est pas obligé d'avoir un jardin pour faire un bon limoncello. Et le limoncello, c'est important parce Ça, qu'on c'est a... une bonne idée, le limoncello. Hein. Je confirme. Parce que là, on est en manque. Autant la teinture de betterave, ça m'a moins parlé, mais alors le limoncello. Et en fait, c'est vrai que là, bon voilà, c'est un vrai plaisir ce jardin, mais il y a aussi tout ce côté vraiment retour aux sources traditionnelles. Et comme je suis un peu comme une gamine en ce moment, un peu émerveillée par tout ce que je découvre, même si encore une fois c'est des basiques, mais la première fois que j'ai fait une teinture avec de la betterave, je crois que j'ai tout teint en rose. Ah, d'ailleurs, je crois que tes coussins derrière, je suis sûre que tu as testé la teinture végétale. Non, mais c'est pas toi qui me les as envoyés, ceux-là? Exactement, c'était le petit colis de la semaine dernière. Donc en fait, là, tu prends tous les draps, tu fais tout rose. Là, je teste les épluchures. Vivement qu'on change de légumes. Les épluchures d'échalotes, alors tu as tout qui est jaune, ocre. Mais en fait, j'avais envie de partager ça parce c'est que… avocat la semaine prochaine. Avocat, ah, sympa. Le vert est très à la mode, hein, de toute façon. Voilà, non, mais voilà, en fait, ce sont des choses très, très, très simples que j'avais envie de partager parce que je vois à quel point ça peut faire du bien. C'est des choses un peu créatives, donc c'est même très valorisant. À la fin, on a, voilà, quel que soit le végétal qu'on utilise, bon, c'est des petits do-it-yourself basiques. Et là, voilà, on est en train de les filmer, on va les poster. Donc voilà, c'est vrai que c'est très simple, mais bon, quand on est content, on a envie de partager un peu ce qui nous rend un peu heureux. Voilà, donc Señora Caparica. Donc pour l'instant, c'est un compte Instagram. Donc on peut te suivre. De toute façon, on mettra tous les liens à la fin de cette vidéo. Donc on peut te suivre là pour essayer d'avoir des moments d'instant de déstress, de désintoxication de la vie active. Pour finir, parce que malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, parce que je pourrais rester des heures et vous le savez, mais là, on va peut-être pas faire ça aujourd'hui. Quel conseil vous pourriez donner aux passionnés? Est-ce que les choses un jour deviennent forcément passionnantes ou pas? Alors, bon, pour ma part, moi, ce que je dirais à un passionné, c'est quels que soient les conseils, justement, c'est de suivre sa passion et de ne suivre que sa passion. Mais, et encore une fois, ça c'est l'expérience d'avoir vu des grands qui ont réussi, puisque ça a été, et c'est encore une source d'inspiration, ne jamais chercher, attendre un retour, une performance. Il faut que ce soit gratuit en fait. Et je pense qu'il faut que la passion soit… Déjà, il faut avoir la foi, il faut qu'elle soit en soi, mais il faut la faire de manière vitale et ne pas attendre réellement, oui, c'est ça, un retour ou un résultat. Voilà, c'est vraiment ces mots que je cherchais, un résultat. Une approbation. Et parce que finalement, nous, on est de toute manière des passionnés et tu peux lancer un compte Instagram avec passion, mais tu ne cherches pas à faire d'un coup des milliers de gens, des followers, des machins. C'est juste que tu es encore une fois fidèle à tes envies. Et à côté de ça, faire écrire. Par exemple, je sais que c'est une de mes passions, écrire des histoires. Si tu écris en te disant, comme quand tu fais de la musique, il faut que ça plaise à une maison de disques, non. Si tu écris pour toi, c'est fabuleux déjà de pouvoir écrire pour soi. Et c'est voilà, moi ce que je dirais dans la passion, il faut qu'elle soit… Ce que je donnerais comme conseil, c'est pas suivre de conseils et le faire généreusement. Voilà. Je suis d'accord. À toi. Donc, vous êtes super d'accord, en fait. On est super d'accord. Donc, du coup, on terminera là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Bon, évidemment, vous le savez, c'est toujours un plaisir, bonheur incroyable de vous avoir. Vous êtes trop loin maintenant. Merci mais bon. Aurélie, c'est gentil. On était ravis de cette invitation. Ouais, c'était super. C'est la difficulté qu'on a, nous, pas que en confinement, c'est que les gens qu'on apprécie, les gens qu'on aime, les gens qui nous plaisent sont loin de nous. Et c'est vrai qu'heureusement, bah, voilà, on a un peu ces techniques. On compte sur toi pour passer quand même. Bah alors là, je vais venir. Il y a plusieurs personnes que je dois aller voir à Lisbonne et il va peut-être falloir que je me décide. Le jour où les frontières, on débarque.
Génial. C'est clair. Eh ben, on t'attend avec du limoncello. Oh, cool! S'il en restera. Et je veux manger sur une nappe betterave. Hein, Ah oui. Pas de souci, voilà, on en a en veux-tu, en voilà. Bon, je vous embrasse très fort. Embrassez les Bisous. enfants. À très Merci. bientôt. Ciao. Bye. Bye bye. Bisous.